Et ça roule! Deuxième édition des infos TCBH en 2 semaines. On va essayer de tenir ce beat-là toute la saison. Vous êtes prêts à savoir ce que l'équipe vous a préparé cette semaine? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Cette semaine, 3 interventions. Tout d'abord, une entrevue avec Jocelyne Albert et Carmel Denis pour Place aux aînés. Ensuite, Ghislain Vachon, le coordinateur de la TCBH, nous parle de la programmation de cette année. Et finalement, la 16e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux. On commence tout d'abord avec l'entrevue que j'ai pu avoir avec Jocelyne Albert, qui est la chargée du projet Place aux aînés, et Carmel Denis, qui est la représentante des aînés, pour qu'elles nous parlent toutes deux de ce qu'on peut s'attendre dans cette 2e saison de Place aux aînés. Bon visionnement! Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert. Je suis l'agente du projet Place aux aînés. Je suis accompagnée de Mme Carmel Denis, qui est membre du comité d'encadrement. Nous sommes heureuses de vous annoncer le retour des émissions à la télé communautaire à partir de la semaine du 4 octobre 2021. Il faut que vous sachiez que les horaires vont être les mêmes que l'année dernière, le lundi à 10 h, le mercredi à 20 h et le vendredi à 14 h, et les émissions passent sur 2 semaines. Vous pouvez aller visionner les émissions aussi au moment où vous le souhaitez sur le site Internet de la télé communautaire. Voici les organismes qui seront diffusés au cours de l'année 2021-2022. Immigration MRC des Basques, la Brigade verte de Saint-Simon, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la BLS, la prévention suicide, le Centre de conditionnement physique, le Périscope des Basques, la Chorale Synergie, les jardins communautaires, le patrimoine religieux, la Société Alzheimer, les résidences OSBL, la Maison Le Puy, le marché public. Pour les récits de vie des aînés de notre région, impliqués ou non dans un organisme, nous partagerons un message de leur vie. Divers conseils vous seront donnés encore cette année dans les volets des saines habitudes de vie. Lors du premier épisode, vous pourrez avoir des nouvelles des organismes qui ont participé durant la première année sous forme de Vox Pop. Vous entendrez également des commentaires des gens du milieu qui ont écouté les émissions régulièrement. Pour la saine habitude de vie, ce sera Mme Geneviève Renard, kinésiologue, qui guidera des exercices que vous pourrez exécuter facilement. Mme Carmel Denis et M. Pierre-André Martin ont accepté d'exécuter les mouvements pour vous servir d'exemple. J'aimerais remercier M. Michel Moreau et Mme Christiane Veilleux qui ont accepté d'animer les émissions encore cette année. Merci à M. Jacques Bérubé de Meubles Tardy
pour le prêt de meubles pour les enregistrements des animateurs. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce beau projet qu'est Place aux aînés. Entre autres, au niveau des organismes, les aînés des résidences OSBL et les autres de notre région. Merci aussi aux membres du comité d'encadrement qui m'accompagnent dans toutes les démarches de ce beau projet. Madame Aline Denis du Centre Femmes, Madame Badonne Denis, citoyenne très impliquée dans la communauté, Madame Sonia Marchand, organisatrice communautaire, Madame Marie-Lefrançois Huot de Cosmos, et vous, Madame Denis, merci beaucoup de faire partie de notre équipe en tant que représentante des aînés. Merci à l'équipe de TCBH avec Ghislain, Marc-André et Luc pour votre belle collaboration lors des enregistrements et lors du montage des émissions. Et merci à Mme Hélène Petitgrou pour la diffusion des chroniques Place aux aînés et celle de Armand et Pauline qui passe dans le journal à chaque mois, dans le journal L'Horizon. Merci. Nous espérons que le contenu de cette année, octobre 2021 à mai 2022, saura vous plaire et vous renseignera sur les services qui sont offerts dans la région. Si vous avez des questions, des suggestions ou envie de participer, vous pouvez contacter Jocelyne Albert au 418-851-3178 ou par courriel jocelynealbert.projectada@gmail.com. Merci. Donc, Place aux aînés, c'est à ne pas manquer cette année, encore une fois. On va maintenant voir l'entrevue que j'ai pu avoir avec Ghislain Vachon, le coordinateur de la TCBH, pour qu'il nous parle en détail de la programmation 2021-2022. Il va nous parler de chacune des émissions qu'on va y retrouver et ce à quoi les gens peuvent s'attendre dans ces émissions-là. Bon visionnement! Bonjour, Ghislain Vachon, coordonnateur pour la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer un peu ce qui va se passer dans la nouvelle saison 2021-2022. Bien évidemment, nous avons le bulletin de nouvelles qui revient 2 fois par jour, 7 jours par semaine. Dans l'émission Dans nos régions, malheureusement, ne revient pas cette année. L'émission n'est pas cancellée en tant que telle. Nous n'avons pas abandonné de projet d'émission dans nos régions. Simplement, c'est qu'il n'y a pas eu d'activité qu'on a pu capter pour combler cette programmation-là. Donc, cette année, dans nos régions, ne revient pas. Bien évidemment, il y a les quilles. Donc, encore une fois, c'est la Ligue élite des Basques qui joue tous les vendredis soirs ici à Trois-Pistoles. Donc, captation des 34 matchs de la saison régulière. Vous avez Place aux aînés qui revient pour une 2e année. Donc, d'ailleurs, nous sommes dans les décors de Place aux aînés ici, les nouveaux décors. Vous avez des récits de vie, vous avez les descriptions d'organismes et puis vous avez des entrevues avec les personnes qui interviennent auprès des aînés. Malheureusement, cette année, Vision Rap, notre émission de musique, ne revient pas pour différentes raisons. Par contre, En équilibre revient cette année avec Marie-Claude Bouchard, avec du Pilates. Vous allez avoir ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 11 h. Vous êtes des Élohim avec Anne-Marie Ouellet, qui revient également cet automne. Vous avez bien sûr la messe qui est à 10 h tous les dimanches. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. On vient de terminer. Vous avez sans doute entendu parler de ça dans les journaux. Le gouvernement nous a accordé une subvention afin de pouvoir réaliser une série qui était basée sur les archives de la télévision Télébasque Réseau. Donc, toutes les archives qui avaient été accumulées depuis 2003, les bulletins de nouvelles, ont été repris, ont été indexés. Ça va être disponible gratuitement à partir de notre site sur Internet. Donc, vous allez pouvoir vous taper un nom, par hasard, je ne sais pas, moi, Claude Guimont. Vous allez taper Claude Guimont. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Claude Guimont, c'est un ancien député ici à Rimouski. Vous allez taper Claude Guimont, vous allez avoir toutes les émissions où Claude Guimont apparaît et le temps exactement dans la vidéo où est-ce qu'il apparaît.
Ça va être très bien là, pour les gens là, qui veulent revoir un petit peu là, des images du passé. Donc, vous savez que le bulletin de nouvelles s'appelait « Le monde nous regarde » à l'époque. Maintenant, l'émission va s'appeler « Le monde nous regardait ». Ça va être 16 épisodes, 16 émissions qui vont être tirées avec un sujet thématique. Donc, ça va être disponible bientôt autant en ligne que sur nos ondes. Puis, bien évidemment, vous savez, Derry Télécom a été racheté par Cogeco. C'est une transaction majeure ici au Québec. Ça changera pas grand-chose sur la programmation de la télévision communautaire. Ça va peut-être finir par changer quelque chose chez vous, mais ça, vous allez être averti d'avance. Ça va être plus Cogeco qui va faire ça. Nous, c'est simplement pour vous dire, peu importe qui est le câbleau distributeur, la télévision communautaire va quand même demeurer. Vous savez, une télévision communautaire, bien, ça prend des membres. Hein? C'est comme tous les organismes communautaires, la plupart du temps, il faut vendre des cartes de membres. La télévision communautaire ici n'est pas exempte de ça. Ça prouve aussi au ministère que le service est apprécié autant au niveau des citoyens que des entreprises du territoire où la télévision communautaire émet. Donc, c'est 5 $ pour un an, la carte de membre. Vous avez le droit à une petite annonce qui, normalement, vous coûterait 20 $ pour 2 semaines. Donc, si vous avez quelque chose à annoncer, pour 5 $, c'est une pierre deux coups, vous devenez membre de la télévision communautaire, ça nous donne un coup de main. Et votre petite annonce, au lieu de vous coûter 20 $, elle va vous avoir coûté 5 $ avec l'achat de votre carte. Simplement, rappelez, si vous avez des activités ou si vous avez des sujets que vous voudriez entendre parler à la télévision, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible pour ça. Donc, soit moi, Marc-André ou Luc, vous pouvez nous rejoindre au 418-851-4000. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup et bonne saison. J'espère que la programmation 2021-2022 va vous plaire. On s'en va prendre tout de suite une pause publicitaire dans laquelle je vous présente une capsule qu'on a présentée la semaine dernière, une capsule Pensée positif que j'ai pu réaliser avec Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent avec l'intervenante Kyliane Gay pour qu'on parle de la santé mentale positive, faire de la prévention finalement au cours de l'année plutôt que juste en parler durant la semaine de la santé mentale. On prend la pause publicitaire et au retour, la chronique du maire. On a demandé à Angela, 30 ans, pourquoi elle a choisi le Québec pour y faire sa vie. J'ai choisi un milieu de vie où la langue et les valeurs humaines sont prioritaires. Travailler en français au quotidien est incontournable. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on ne parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? On a demandé à Shedley, 34 ans, pourquoi il a choisi le Québec comme terre d'accueil. Moi, j'ai choisi de m'établir dans un milieu où la langue et les valeurs humaines sont prioritaires. Travailler en français, un incontournable. C'est maintenant le temps de la 16e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux. Pour faire suite aux chroniques qu'on a pu faire justement avant les vacances, Jean-Pierre a présenté cet été à la Maison du notaire la conférence qu'il présente depuis déjà quelques années au sujet de 3 pistoles,
de ses environs, de sa formation. On part de très loin, on part il y a 400 millions d'années quand même, à de nos jours pour voir ce qu'il y en est et comment tout ça s'est formé. J'espère que vous allez aimer ce que Jean-Pierre et moi, on vous a préparé. Bon visionnement! Marc-André, qui est à la caméra, tout l'hiver durant, on a fait des chroniques ensemble sur différents sujets. Et fin mai, début juin, tu m'avais manifesté le désir de dire « J'aimerais ça faire un tour à l'île aux Basques avec toi pour t'accompagner dans ta visite guidée puis te raconter le territoire. » Et quand Patricia m'a demandé si je pouvais tenir une chronique en plein air ici durant l'été, j'ai dit « Pourquoi pas? » C'est là que ça a été plus simple pour toi de le faire aujourd'hui. C'est un peu le portrait que je vous donne. Alors, quand on parle de Trois-Pistoles, on peut parler, je vais vous parler de différentes étapes. On n'est pas les seuls, puis ni les premiers à être ici. Il y a passé du monde avant nous. Alors, pour vous dire que si on remonte à, il y a quoi, tout près de 800 millions d'années, le bouclier canadien tel qu'on le voit, qu'on le conçoit, c'est-à-dire la Côte-Nord et le Canada, n'était pas nécessairement au même endroit qu'il est là aujourd'hui sur la planète. Il s'est déplacé, il s'est détaché de notre continent pour pouvoir arriver où ce qui est ici aujourd'hui. Et si vous regardez la carte de la province de Québec, de haut, vous avez le bouclier canadien qui est la rive nord, le Grand Nord, puis vous avez le fleuve Saint-Laurent qui se sépare, puis vous avez les Appalaches, qui est la péninsule gaspésienne, qui était constituée d'une autre formation rocheuse. Alors, dans la province de Québec, c'est deux grandes formations rocheuses, celle des Appalaches et celle du bouclier canadien. Puis Montréal comme tel, l'île de Montréal a aussi une formation typiquement exclusive à elle. Elle n'est ni rattachée aux Appalaches, ni rattachée au bouclier canadien. Donc, si on regarde ça, quand ce bouclier canadien-là s'est déplacé sur la planète, sur sa plaque tectonique, alors, à un moment donné, il s'est immobilisé. Et puis, avec le temps, en s'immobilisant, à peu près où ce qui est, il y a eu des périodes de glaciation, déglaciation pendant, c'est passé 1 million d'années, c'est passé 10 millions d'années, c'est passé 100 millions d'années, c'est passé 400 millions d'années, où il y a eu toutes sortes de périodes, où il y a eu des heures, des météorites, si vous voulez, réchauffement, refroidissement, des grandes pluies, tout ça, fait que ces éléments-là ont créé ce qu'on appelle souvent des sédiments, c'est-à-dire ce brossage d'eau, de sable, de terre, a eu pour effet de créer des sédiments. Et ces sédiments-là, au fil des millions d'années, s'est accumulé sur la plaque tectonique et sous l'eau du bouclier canadien. Et on sait que les plaques se heurtent de temps à autre, et ce qui fait que ça fait des tremblements de terre souvent. Alors, après 400 millions d'années de dépôt d'éléments comme de la vase et de la boue, tout ça, il y a eu des réactions chimiques qui se sont créées et ça a eu pour effet de créer une pierre qui est assez friable, qu'on appelle le schiste argileux, ce qu'on appelle le tuf. En bon québécois, c'est du tuf. Alors, les Appalaches sont constitués en grande partie de tuf, entre autres, mais il y a aussi d'autres pierres plus solides. C'est ce qui fait que tout ça était déposé, tout ça était dans le fond de l'eau, ça dormait, mais il y a eu des pressions qui se sont faites régulièrement avec les plaques puis entre les continents. Ça a eu pour effet de soulever ces pierres sédimentaires-là solidifiées, et ça a créé la rive sud du Saint-Laurent qui s'appelle l'Est du Québec, les Appalaches, jusqu'en Pennsylvanie, jusqu'à Terre-Neuve. Alors là, le Québec, tel qu'on le voit aujourd'hui, a été mis en place, parlons peut-être d'environ 400 millions d'années, où que ces éléments-là étaient mis en place. C'était des crêtes, là, différentes crêtes de pression qui se sont faites là, entre ici et le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse. Les Appalaches, c'est une série de crêtes, de montagnes, là, à force d'avoir des dépressions, ça a eu pour effet de se soulever. Et la formation est surtout orientée ici vers le nord-est, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, puis les îles aussi. Alors, les îles qu'on a dans le Saint-Laurent, ici, là, à Port de Montréal, parlons des îles en descendant qui sont situées près de la rive sud du Saint-Laurent, ce sont la même formation rocheuse, la même pression de crêtes qui ont été pressées par le temps, par le bouclier canadien et les autres plaques tectoniques. Donc, ça s'est mis en place. Et avec le temps, il y a eu, avec tout ça, il y a eu des grands bouleversements de température, c'est-à-dire des grandes périodes de glaciation nouveau, déglaciation, inondations immenses. Ça a eu pour effet aussi de frotter pas mal ces montagnes-là, les arrondir, puis les faire vieillir.
sont plus comme elles étaient lorsqu'ils ont été mis en place. Alors, tous ces éléments-là ont comme usé nos montagnes, ce qu'on appelle les montagnes qu'on a dans l'est du Québec. Ça, c'est en place. Il y a 20 000 ans passés, ici, dans le territoire, on parle de la province de Québec et une partie du Canada, était recouvert d'un immense glacier. Et celui qui était ici dans notre territoire avait 2 km d'épaisseur. Alors, c'était des tonnes de glace qui écrasaient tout ce territoire-là, qui a façonné notre territoire. Et quand ça a commencé à fondre, ce glacier-là, il y a 20 000 ans passés, alors là, on a eu une période de réchauffement ici. Et là, ça a eu pour effet que les glaciers ont libéré l'eau. Et ça a eu pour effet de créer des mers intérieures dans notre province, entre autres. Et les mers intérieures, il y en a eu deux. Il y avait la mer de Champlain, qui était de Québec aller jusqu'au Grand Lac, puis la mer de Goldthwaite, qui était de Québec aller jusqu'à l'entrée du Golfe. Alors, c'était deux grandes mers jumelles identiques, avec un niveau d'eau, là. À vrai dire, ici, je dirais, il y a 15 000 ans, on ne pourrait pas être ici assis aujourd'hui, parce qu'on serait inondé d'eau, on serait dans l'eau. C'est en train de... Il faudrait des maillots de bain et des bottes longues, mais plus que ça, la mer était ici il y a 10 000 ans passés. Ce qu'on remarque dans le Bas-Saint-Laurent, il y a aussi des... On est dans la terrasse, nous, aussi. On part d'ici du premier rang à Trois-Pistoles, on monte au deuxième rang, quand on part du quai, on monte. Ça, c'est une terrasse. Du premier rang au deuxième rang, une autre terrasse. Du deuxième au troisième, un autre, quatrième, cinquième, et on va jusqu'à Saint-de-Dieu, jusqu'au huitième. C'est toutes des bords, les rangs sont tous dans des niveaux des terrasses, et ces terrasses-là ont été provoquées au fil des millénaires, des bords de mer qui étaient là. On parle ici de 15-20 km dans les terres, là. Alors, c'était ça, la mer de Goldthwaite, là, ici, là. Alors, le temps que le niveau de mer se baisse, bien, à force de frotter toujours au même endroit puis à rejeter ces effets de marée et tout, bien, ça a eu pour effet de créer un assouplissement dans le fond de terre, et ça fait des bords, ça fait des terrasses de notre Bas-Saint-Laurent. C'est comme ça qu'on est reconnu pas mal comme principe là, au niveau de la structure du fond de terre qu'on a ici. Puis, je dirais peut-être de 15 000 ans passés aussi, il a commencé à avoir une cassure entre l'Atlantique puis cette mer-là intérieure, puis l'eau salée qui est rentrée dans le décor ici aussi. Il y a eu fragmentation, cassure, et ça a eu pour effet qu'à un moment donné, il y a eu évacuation, puis là, les niveaux de mer qu'on a ici se sont abaissés complètement, et ça a comme donné ce qu'on voit aujourd'hui, là, depuis quelques milliers d'années. Au moins depuis 2000 ans, là, c'est à peu près le bord de mer qu'on a ici à Trois-Pistoles. C'est un retrait progressif qui se fait. Est-ce que dans 100 000 ans, 200 000 ans, il va y avoir un autre refroidissement de la planète? Un autre glacier, tout ce qui est là va disparaître. Ça, c'est des mystères qu'on ne connaît pas. Mais chose certaine, c'est une roue qui tourne, ça, puis c'est pas nécessairement l'humain qui provoque ça. Il y a un système qui est là dans la vie, puis on peut l'accélérer, mais c'est un mouvement qui existe. Un autre élément qu'on est habitué à voir ici dans le Bas-Saint-Laurent, entre la Pocatière et, je dirais, Sainte-Luce-Matane, dans l'estrin vaseux, alors quand la mer se retire, qu'est-ce qu'on voit apparaître sur le fond terrain? Ce sont des immenses pierres, des grosses roches qu'on voit, un chapelet de roches un peu partout, qui sortent de la terre, mais qui sont dans la zone inondable de l'eau. Et ça, ce sont des pierres qui nous arrivent de la côte nord. Parce que les glaciers, lorsqu'ils se promenaient, il y avait la calotte glaciaire qui poussait les glaciers vers le sud, et puis avec de la masse d'eau, bien, ça se promenait. Mais quand les glaciers ont été déplacés de leur lit, où ce qu'ils étaient, en se soulevant, en flottant, elles avaient dans la bédaine, ces glaciers-là, des roches immenses, et elles emportaient avec eux, les glaciers. Donc, une fois que les glaciers se sont installés ici, puis là, que le niveau d'eau commençait à être bas, bien, ces glaciers-là se sont accrochés les pieds, dans un bon québécois, et ont laissé tomber en fondant toutes les roches qu'ils avaient dans leur estomac. C'est-à-dire des pierres, ce qu'on appelle des blocs erratiques, c'est le nom que ça porte. Autant qu'on en voit beaucoup sur le bord de la mer, autant que si on va au deuxième rang, dans un bois, ou au troisième rang, en pleine forêt, on va voir apparaître des gros blocs de même. J'ai dit, ça part de où? Bien, ce sont les glaciers d'il y a 10, 15 000 ans passés, 6 000 ans passés, qui ont mis séchoir et puis vidé de ce qu'il y avait dans leur entraille, ces blocs-là. C'est un peu le portrait de notre Bas-Saint-Laurent. L'île aux Basques, au-delà de ça, elle fait partie de la formation rocheuse des Appalaches aussi. Et elle est apparue au-dessus de l'eau il y a environ 6 000 ans passés. Alors, quand le niveau de la mer a baissé, la crête de l'île est apparue, comme on voit des fois des crins rocheux, et puis l'eau s'est baissée, et c'est devenu un espace de roches en surface qui est d'environ 2 km de long par 400 mètres de large. Et c'est environ 50 mètres d'élévation par rapport au niveau de la mer. Donc, l'île est boisée et tout. Et cette île-là est assez particulière parce que, selon les historiens,
l'île a été un des premiers lieux d'échange au Canada entre les Premières Nations et les Blancs pendant une quarantaine d'années. Cartier était venu pendant 3 fois à saluer, par partie avec les deux fils du chef indien qui étaient à Gaspé. Il est revenu en 1535, il est revenu en 1538-39, puis il est jamais retourné. Le roi a dit, regarde, j'ai une croix de plantée à Gaspé, on a un pays, on a des Autochtones, on va s'occuper d'eux autres, bon, et puis ça y va comme ça. Si on remonte à 30 000 ans passés, pendant qu'ici le glacier est encore en place, et c'est à partir de 20 000 ans qu'il commence à fondre, déjà dans l'ouest du pays, c'est la côte ouest, en Alaska, en Californie, au Colombie-Britannique, le glacier qui était là depuis il y a 30 000 ans passés était déjà fondu. La fonte des glaces s'emmenait d'ouest en est, et ça s'emmenait par ici. Alors, mais il y a 30 000 ans passés, là-bas, quand le glacier était... la température était plus clémente, l'être humain qu'on dit qui a vu jour en Afrique il y a des millénaires, qui s'est reproduit, qui s'est amélioré, je crois, et puis qui s'est diffusé dans tout l'ensemble de l'Afrique, il s'est diffusé dans l'ensemble de l'Europe, de l'Asie, et un bon matin, ces êtres humains-là ont traversé de l'Asie à l'Alaska pendant que le détroit de Bering était asséché. Alors, le niveau de la mer était bas à ce moment-là. Les glaces retenaient beaucoup de l'eau et dans le continent plus au nord. Et l'être humain, qui s'est déplacé de l'Asie à l'Alaska, suivait le garde-manger. Alors, les animaux qui étaient à l'époque, ils suivaient, puis ils s'en allaient puis dans le temps. Et avec certaines années, centaines d'années ou milliers d'années, le niveau de la mer là-bas a remonté. Et c'est devenu le détroit de Bering, effectivement. Mais là, l'Amérique était dessinée d'un bord, isolée, et l'Europe, l'Asie était de l'autre côté. Donc, les Premières Nations, qui sont arrivées il y a environ 30 000 ans passés sur nos terres, du côté ouest, se sont diffusées au nord. Ils se sont divisés, à vrai dire, partout dans l'Amérique. Mais ils se sont surtout, au début de tout, descendus vers le Midwest américain. C'était plus propice et plus possible pour pouvoir survivre. Et puis une fois que le temps avançait, puis le temps se réchauffait plus à l'est, alors ils ont remonté tranquillement pas vite dans l'État de New York. Et les plus vieilles traces de présence amérindienne au Québec, c'est dans le coin du lac Mégantic. On partait de 12 000 ans passés de présence. Ça fait plus vu ailleurs, mais celle-ci qui ont présentement, c'est environ 12 000 ans passés, lac Mégantic. Alors ici, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est 8 000 ans passés que les présences amérindiennes ont été mises en découverte. Donc, comme je vous disais, Jacques Cartier, 1534, il arrive, il débarque. Il ne reste pas longtemps, il retourne en Europe. Quand il revient en 1535 avec les deux fils du chef indien, bien là, il monte le fleuve. Puis dans le Golfe, le 10 août 1535, c'est une belle journée, je dirais peut-être comme aujourd'hui. Alors Cartier dit que c'est la journée de la fête de Saint-Laurent. On va baptiser ce cours d'eau-là Saint-Laurent, le 10 août 1535. Alors depuis ce temps, ça porte le nom. C'est un cours d'eau que s'il n'y avait pas eu ça, le Québec ne serait pas développé tel qu'il est là. Mais quoi qu'il en soit, Premières Nations installées partout dans le territoire, il y avait des grandes tribus, il y avait des familles algonquiennes et des grandes familles iroquoiennes. C'est pas tellement ça se brossait des fois entre eux. Les familles iroquoiennes aimaient bien se promener dans le fleuve de l'ouest de la province jusqu'à Gaspé, ça c'était leur zone de jeu. Mais les Algonquiens, c'était surtout nord-sud. C'est-à-dire, puis ici, Trois-Pistoles comme tel était dans un axe drôlement important pour ça, parce que quand les archéologues qui ont commencé à faire des fouilles archéologiques à l'île aux Basques en 1990-91, ça a duré pendant 4 ans, il y avait Laurier Turgeon, qui était responsable du département d'histoire de l'Université Laval, grand spécialiste du 16e siècle au niveau de son histoire, puis de l'occupation de l'estuaire. C'est une sommité en soi au niveau de la province. Puis il y avait des archéologues de l'Université McGill qui participaient à ces fouilles-là, puis des archéologues au niveau de la Memorial University de Terre-Neuve qui étaient là aussi. Donc, 3 universités regroupées ensemble, affaires culturelles, et pendant 4 ans, ils fouillent le sol de l'île. Alors, ils ont trouvé tout près de 2300, 2500 artefacts sur l'île, au niveau de différentes tribus amérindiennes. Ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils mangeaient, combien de temps ils restaient là, ils ont fait le tour. Alors, l'île aux Basques, pendant 1000 ans, il y a 2000 ans passés, était un carrefour international d'échange commercial entre les différentes tribus qui sillonnaient le Saint-Laurent.
Ils venaient se reposer, échanger, puis ils retournaient. Alors, les tribus qui partaient est-ouest pouvaient faire des pauses sur l'île, puis celles nord-sud qui partaient du Nouveau-Brunswick, les Indiens traversaient par lac et rivière, puis du côté nord, c'était pareil, le Saguenay, le lac Saint-Jean. Alors, c'était le même principe. Donc, ça a duré pendant 1000 ans. Puis quand l'homme blanc commençait à rentrer ici dans le territoire, eh bien là, toute la gestion de business entre les Blancs et les Amérindiens s'est transférée à Tadoussac. Entre-temps, il y avait des bons chasseurs de baleines qui s'appelaient du Pays basque, du côté de la France. Il y en avait du côté de l'Espagne, surtout de la France, qui étaient déjà en mouvement. C'était des grands pêcheurs et c'était aussi des chasseurs de baleines. Vous savez, l'île où est-ce qu'elle est, là, au nord de l'île, entre les Escoumins et l'entrée de Charlevoix, c'est le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Traduit dans des simples mots, c'est la salle à dîner des baleines ou c'est comme un buffet à volonté pour elles. C'est là qu'elles vont passer l'été pour se nourrir, s'engraisser. Puis une fois que l'automne est venu, elles repartent, elles font le tour de la péninsule gaspésienne, la côte est atlantique, se rendent en Martinique, en Jamaïque, République dominicaine, Cuba, et passent leur hiver dans les eaux chaudes et reviennent au mai-juin ici, s'installent pour l'été. C'est un rituel qu'ils font depuis des millénaires. Du côté de l'Europe et de l'Afrique, c'est la même chose. Alors, du côté africain, dans le sud, les eaux sont clémentes. Les baleines, au printemps, remontent, passent devant l'Espagne, passent devant la France, l'Angleterre, rentrent dans la mer du Nord et s'installent où les Scandinaves vivaient. Alors, les Scandinaves, il y a environ 1000 ans passés, eux autres, avaient déjà commencé à chasser la baleine franche. Puis cette baleine-là, qui ne déplace pas vite, qui est riche en graisse, bien, quand elle était morte, elle restait comme un ballon sur l'eau, elle restait en flottaison. Fait qu'ils pouvaient l'attacher comme il faut. Puis après ça, la remorquer, là, ils voulaient la faire, le travail de dépeçage pour en faire de l'huile de graisse de baleine. Alors, les Vikings ont fait ça longtemps. Ils ont vidé le stock là-bas, dans la mer du Nord. Les Basques, les Bretons, les Normands, on voyait ça faire, les baleines passaient devant chez eux. On dit pourquoi pas nous autres aussi. Fait que les Basques, entre autres, se sont mis à la tâche. Fait que pendant un nombre d'années, 100 ans, 200 ans, 300 ans, le stock de baleines qui se promenait d'un bout à l'autre sur la côte se faisait attaquer, puis le stock de baleines a diminué de beaucoup. C'est ce qui fait que ces chasseurs de baleines-là se sont éloignés plus loin, toujours plus loin, avec des bateaux plus gros, pour aller chasser la baleine puis revenir. C'est que cette huile-là de baleine, c'était une huile qui était très, très consistante et puis il n'y avait pas de suie dedans. Elle servait pour l'alimentation des lampes de rue, des lampes de maison. C'était le pétrole du temps. Alors, c'était une grosse richesse de faire la chasse à baleine. Il y avait de l'argent à faire là. Une fois que l'éloignement se fait, ils apprenaient à piloter leur navire, leur voilier avec les as. Ils se sont fait des cartes. Ils ont tout appris finalement sur le tas. Il y a dû y avoir des pertes en masse en mer, puis des non-retours. Quoi qu'il en soit, ça a eu pour effet qu'à un moment donné, ils se sont ben outillés pour pouvoir faire les allers-retours entre les deux continents. Alors, ils sont arrivés sur ces bancs de Terre-Neuve. Déjà, les Vikings étaient là, les Bretons, tout ça, les Normands. Ça pêchait la morue, mais eux autres, ce qui les intéressait, c'était la baleine surtout. Alors, ils ont continué à chasser la baleine là-bas. Souvent, il y avait des navires où il y avait même des foyers sur le bateau qui pouvaient servir de pouvoir faire fondre ces graisseurs sur les navires même. Les navires-usines. Alors, c'est pas d'hier. Et puis, une fois que le stock de baleines a commencé à diminuer là-bas, alors ils se sont retrouvés dans le détroit de Belle-Île. Vous savez, entre Terre-Neuve et le Labrador, il y a un détroit qui mène jusqu'à la mer du Labrador, c'est le détroit de Belle-Île. Ils vident ce secteur-là aussi. Et quand ils décident de monter un petit peu plus dans le fleuve, alors c'est là qu'ils découvrent qu'au nord de l'île, il y a des baleines comme ça. Puis ils ne vont pas plus loin, ils sont comme coincés, ils ne courent pas bien plus loin à les chercher. Puis ils voient qu'il y a l'île qui est là, avec du bois étu, et puis des pierres, c'est en sécurité, donc ils pouvaient mettre leur voilier à l'abri pendant les 3-4 mois qu'ils étaient ici, et puis débarquer leur embarcation, puis passer une saison sur l'île pour dépasser la baleine sur l'île aux Basques même. Fait que les archéologues qui ont fouillé l'île aux Basques, ils ont pu retracer dans les archives notariées de Bordeaux le nom des capitaines de bateaux, puis de tous ces matelots et tout ce qu'il y avait à bord des bateaux qui débarquaient ici sur l'île. Il y a 4 fourneaux qui ont été retrouvés sur l'île. Il y en a 3 en évidence, puis il y en a un caché encore sur la végétation, qui est identifié, mais qui est encore dans son état naturel. Tous construits du côté sud de l'île. Alors, quand les archéologues ont fouillé autour de ces fourneaux-là, ils ont pu retrouver dans le sol de l'île les perles, des bagues, de ce que Laurier de Turgeon avait trouvé dans ses écrits, dans les cris qu'il a rapportés ici,
dans ce qui a été retrouvé dans le sol de l'île, ça commençait à se ressembler pas mal, hors de tout doute. Donc, ce qui en résulte de l'occupation des Basques ici, c'est que cette famille-là s'appelle la famille Oyarzabal. Elle venait de Cibourg, du Pays Basque Nord. Et dès les années 1580, c'est elle qui a occupé le territoire ici pendant au moins 40 ans. Alors, l'île est occupée par les Basques et occupée par les Amérindiens aussi. Champlain était Paris encore. Alors, pendant 1580 jusqu'en 1600, les Basques n'ont pas arrêté d'être ici tous les ans, à chasser la baleine, dépecer, retourner en Europe, revenir, donner des cadeaux aux Amérindiens. Les Amérindiens, ce n'était pas leur guerre, ce n'était pas leur terre de jeu sur les baleines. Ils aimaient bien manger le phoque, le chasser, mais la baleine, il n'y avait pas de guerre entre les deux. Les peuplades s'entendaient. Il y avait peut-être un respect au niveau commercial entre les deux peuples. Et je pense que ça a joué beaucoup. Il n'y avait pas d'imposition. On va vous montrer qui est votre bon Dieu, pas de bon Dieu, comment vous agissez. Il y avait une latitude dans ce qui se dégage. Donc, 1580, 90, 1600, les baleines commencent à disparaître ici. Les Basques commencent à voir que là, il va falloir trouver une autre façon de faire de l'argent en venant ici. Les Amérindiens qui vivaient dans les terres durant l'hiver pour s'éloigner du froid, alors se divisaient le territoire à Squatec, Biencourt, Lac des Aigles, Saint-Guy. Alors, ils s'installaient là l'hiver, ils laissaient leur canoë sur le bord du rivage, puis quand ils revenaient au printemps, bien, il y avait leur fourrure de castor qui avait trappé castor, le loup, le coyote, le renard, puis toutes ces belles fourrures-là travaillées, ils les vendaient, commerçaient avec les Amérindiens, les Iroquois, puis aussi les Indiens qui étaient aux États-Unis, qui n'avaient pas la chance d'avoir d'aussi belles fourrures. Alors, les Basques, eux autres, ont vu ça, ce potentiel-là, fait qu'ils ont dit aux tribus ici, dans le territoire de l'Est, tout ce que vous attrapez comme fourrure, là, ne courez pas ailleurs, là. Nous, on va venir débarquer ici, venir à un point X, l'île ou ailleurs, puis on va acheter tout ce que vous avez, puis on va retourner en Europe. Ça fait que le chapeau tricorne que l'Européen avait à une certaine époque, les années 1600, 1700, en peau de castor, était très prisé, et ça valait un bras. Alors ça, là, les Basques avaient flairé ça, cette bonne affaire-là, et ça roulait de même. Mais le roi était moins heureux de ça, de voir que son territoire découvert quelques années auparavant se faisait vider de sa richesse par des gens qui ne voulaient rien savoir de se conformer à ses règles. Ça fait que le roi, à un moment donné, il a commencé à brosser les choses. Et là, il a envoyé Samuel de Champlain ici. Il avait Port-Royal au début, mais en 1608 pour développer Québec. Et une des premières missions que Champlain avait, entre autres, c'est de faire sortir les Basques du territoire, parce que le roi revenait prendre ses terres. Ça fait que... Puis ses richesses aussi. C'est ce qui fait que pendant quelques années, Champlain et les Basques, c'était des confrontations solides dans le fleuve, à savoir là, qui va aller gagner, puis ça jouait dur. Avec le temps, ce que les historiens disent, c'est qu'en 1610, il y a deux Basques qui ont monté à Québec pour assassiner Champlain. Ils ont raté leur coup. Champlain les a condamnés sur place royale, dans ce coin-là. Et puis, il leur a fait couper la tête et exposer leur tête sur des piquets pour pouvoir dire, écoutez, là, on ne badine pas avec la loi ici, avec l'autorité française. Tu ne marches pas dans les reins, bien, on te passe au cash. Alors, c'est ce qui s'est passé avec ces Basques-là. Et ils ont commencé à sortir de la soupe chaude. Fait que les Basques se sont retirés un peu du territoire pour aller dans d'autres mers du monde, en paix, pour chasser ou faire ce qu'il y avait à faire. Ils sont devenus aussi des corsaires, des pirates. Alors, quand la France débarquait ici avec des beaux bateaux remplis de vin de cassis, là, vous savez, du bon vin pour alimenter la bourgeoisie de Québec puis de Montréal, bien, il y avait du monde souvent qui les attendait en cours de route pour les attraper. Alors, eux faisaient partie de ce décor-là. Mais c'était des grands marins. C'est un peu l'histoire là, de l'île, du territoire. Là, on parle de période amérindienne, période basque, Champlain. Puis après Champlain, 1608, 1610, 1620, lui, il a une responsabilité, c'était de développer la Nouvelle-France, mais ça n'allait pas vite, ben. Ça fait que le roi, à ce moment-là, a mis en place ce qu'on appelle la Compagnie des 100 associés, qui a débarqué ici au Canada et qui avait le mandat de développer la Nouvelle-France sous forme de seigneurie. Puis en dedans, il y avait un mandat de 15 ans pour remplir ces seigneuries-là, au moins avoir 4000 personnes dans le territoire de la Nouvelle-France. Les seigneuries ont été créées, tous pratiquement en bordure du fleuve, et il y a eu environ 275, là, je n'aurai pas le nombre exact, mais parler au moins 215, 280 seigneuries qui ont été concédées ou installées dans la province de Québec, dans la Nouvelle-France, et étaient surtout concentrées entre Québec et Montréal, et Trois-Rivières et Montréal. Puis après, quand ça se remplissait, bien là, ça commençait à descendre un petit peu. Eh bien, les premiers propriétaires ici de la seigneurie des Trois-Pistoles, c'était
en 1687 qui a été concédée à Charles-Denis de Vitré, qui ne l'a pas occupé. Puis ça agaçait les gens de la Compagnie des Sciences Associées de « Tu peux avoir une seigneurie, mais si tu ne t'installes pas dessus, là, ça ne rapportera pas. Donc, il va falloir que tu bouges. » C'est ce qui fait que 1687, il l'a. Et puis, entre-temps, Jean Rioux, lui, arrive ici en Nouvelle-France en 1677. Puis ceux qui débarquaient ici devaient avoir une entente signée comme quoi qu'ils venaient ici pour avoir un travail, pour un contrat de 3 ans, 4 ans chez déjà un seigneur ou autre. Fait que lui, il avait ça. Alors lui, il avait un contrat signé avec la famille de Nicolas Leblond, qui était sur l'île d'Orléans. Quand il a commencé à travailler, même pas un an après, Nicolas Leblond est décédé. Puis en 1678, le 10 janvier, après avoir publié les bains à quelques reprises, Jean Rioux et Catherine Leblond, notre ancêtre, la fille de Feu Nicolas, se sont mariés. Lui avait 24 ans, 10 mois. Elle avait 13 ans. Elle venait d'avoir 13 ans. Alors, il y avait un écart d'âge assez réel. Mais son premier enfant qu'elle a eu, tu sais, des fois, puis son père était décédé, son premier enfant qu'elle a eu, Catherine, elle l'a appelé Nicolas. Nicolas Rioux. On a la seigneurie Nicolas Rioux aussi. Bon, Vincent, c'est les deux grands seigneurs qui ont suivi après Jean Rioux. Mais mais elle a eu son premier enfant à 18 ans. Jean Rioux et Catherine Leblond ont cédé leur terre à l'île d'Orléans, puis sont venus s'installer ici à Trois-Pistoles en juin 1697 pour s'installer, puis construire maison, pré-éduquer, construire église. Alors, avant que la seigneurie commence à se développer ici, là, puis avoir du monde, là, ça a pris des années avant d'avoir 50 personnes, puis 100 personnes. Là. Puis durant 1850, à peu près, il y avait tout près de 3500 personnes dans Trois-Pistoles. C'est ce qu'on a présentement, environ 3200, mais quelques centaines d'années après. Alors, s'installent ici, passent leur vie ici, ont des enfants, ils meurent, les enfants prennent la succession de la seigneurie, et dans toutes les seigneuries concédées dans la province de Québec, celle de Trois-Pistoles, c'est la seule qui a passé tout ce temps dans les mains de la famille Rioux jusqu'à l'abolition des seigneuries en 1854. C'est toujours la même famille. Dans toutes les seigneuries de la province de Québec, c'est la seule. L'île aux Basques leur appartenait aussi. Les îlets d'Amour leur appartenaient, alors c'était vraiment un territoire qui était à eux. Et c'est ce qui fait que, bon, ils ont pu traverser le temps de père en fils et de mère en fille. Mais après ça, une fois que la France, là, qui se brossait un petit peu partout, puis a perdu un peu de capacité, il y a un autre pays qui prenait de la place, qui prenait des plumes, c'était l'Angleterre. L'Angleterre aimait ça garroyer partout ses mers du monde. C'était des bonnes armées, l'Inde, partout, il y avait des possessions. Puis ça donnait bien que le Québec les intéressait. Au Canada, l'Amérique du Nord. Ça fait qu'il y a eu la bataille des plaines d'Abraham. Et avec les plaines d'Abraham, la France a capitulé. Et c'est l'Angleterre qui est devenue les propriétaires des lieux. Alors, tous les sujets français qui étaient devenus des Canadiens français, ou appelez-le comme vous voulez, en Nouvelle-France, l'Angleterre leur a donné le choix de quitter. C'est-à-dire comme Jean Rioux qui avait ses terres, ou d'autres seigneurs qui l'avaient. Alors, l'Angleterre garantissait à ceux qui voulaient rester ici de garder leur seigneurie, garder leur langue, garder leur religion. Il y avait 18 mois pour y penser. S'ils restaient, ils devenaient des citoyens britanniques. S'ils quittaient, ils perdaient tout, puis ils retournaient en France. Alors, lui, comme d'autres, ont décidé de rester ici et de développer son territoire. Alors, l'Angleterre s'est installée, 1740, 50, 60. Et puis, à force de pouvoir faire la guerre un peu partout, eux autres ont commencé à manquer de bois, l'Angleterre, pour construire leurs bateaux. Mais ils allaient acheter ça normalement en Europe. Puis, des années 1800, il y avait un certain Napoléon Bonaparte, qui était l'empereur d'Europe, qui avait du pouvoir, puis que les Anglais, ils les aimaient pas. Il y avait des souvenirs de ce qui s'était passé antérieurement. Et quand l'Angleterre a voulu continuer à s'approvisionner en bois pour faire leurs bateaux en chaîne, Napoléon a dit les Anglais, là, allez-vous-en chez vous, puis restez sur votre île. Je ne vais plus vous voir ici. Ce qu'il appelle le blocus naval, là, vraiment, c'était une époque où l'Angleterre et la France, il y a eu des tensions, mais c'était tu restes chez vous, puis on reste chez nous. Fait que l'Angleterre s'est vu un peu comme déconcertée, elle avait vidé son île de son bois pour ses bateaux. Alors, on cherchait ailleurs. Ça fait qu'en 1805, après 1810, ils ont envoyé ici au Québec un certain William Price, un ingénieur forestier, commandé par le roi. Et la commande, c'était tu pars de Gaspé, tu montes jusqu'à Ottawa, puis tu fais l'inventaire forestier de toute la rive sud du Saint-Laurent. Alors lui, William Price, a monté jusqu'en haut. Quand il est revenu en Angleterre, après quelques années, on a fait ce travail-là, l'inventaire forestier. Même ici, dans les Basques, tu avais des érables et des chênes qui étaient immenses.
Alors, quand il a dit la commande à l'Angleterre, il dit « On a une belle forêt à abattre là-bas, oublions Napoléon, puis on a de la job ici. » C'est ce qui fait que l'industrie forestière, l'industrie de couper le bois, les moulins à scie, alors qu'est-ce qu'on a vu arriver? C'est que chacune des rivières dans l'est du Québec était bloquée par un moulin à scie qui transformait ce bois-là pour différentes raisons, pour un bois d'œuvre ou autre, mais un bois pour les bateaux aussi. Alors, les navires anglais qui arrivaient d'Angleterre, dans le contexte ici, là, mais il y avait, mettons, à l'ouest de l'île aux Basques, ils pouvaient se mettre à l'ancre là, des voiliers, 3, 4, 5, 10 voiliers qui venaient d'Angleterre. Le bois travaillé par les gens qui avaient resté ici, même après la conquête, allait travailler dans les bois, couper le bois. Et durant le printemps, quand la rivière cassait, il y avait la drave, et puis là, le bois s'en allait jusqu'au pont, ici, à Rivière-Trois-Pistoles. Et il y avait des moulins ici qui attendaient ce bois-là pour le travailler. Et ici, à Rivière-Trois-Pistoles, le propriétaire de cette organisation-là, c'était la Brown Corporation. Et c'était M. W.C. Tobin, qui était le directeur, le grand patron de cette usine-là. Et quand on parle de Rivière-Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, on parle de Tobin. Pour ceux qui sont les plus vieux, n'aiment pas se faire encore appeler Tobin. Ça rappelle les gens de Tobin. On est de Notre-Dame-des-Neiges ou de Rivière-Trois-Pistoles, mais pas de Tobin. Parce que ça rappelle un passé qui était un peu moins intéressant à entendre de nos ancêtres, où tu avais une exploitation totale par les Britanniques, les riches, versus les gens qui, ici, travaillaient pour gagner leur vie, se nourrir, mais seulement que c'est dans un état de pauvreté constante. Alors, ce n'est pas un passé que les gens veulent entendre se rappeler. Mais ça a été une époque, là, de, je dirais, de 1830 après jusqu'en 1950. Là, les moulins à scie, ça a été une époque d'or dans tout l'Est du Québec. C'est ce qui fait que l'Est du Québec s'est développé. Mais en coupant ce bois-là, les forêts, bien, ça a donné les chances de faire des terres, de l'agriculture. C'est ce qu'on a ici aussi, le lait, le maïs et tout. Puis aussi l'industrie du sucre, l'érablière. Quoi qu'il en soit, quand l'industrie du bois a tombé, bien, ceux qui étaient ici, on se retrouvait devant sans ouvrage. Ils sont partis et ont gagné l'exil. Québec, Montréal, si vous voulez, les États-Unis. Alors, ils se sont éparpillés un peu partout pour gagner leur vie. Puis, il y en a qui ont resté ici, mais il y avait trop de monde pour ce qui avait la capacité de gagner. Fait que Trois-Pistoles, depuis ce temps-là, bien là, il y a eu la période des moulins à scie. Le midi, ici, dans la ville, quand le sifflet des moulins à scie sonnait, les gens partaient. C'était tout en bicyclette-pédale. Les gens partaient des moulins à bois, c'est sur la rue Notre-Dame, ici. Puis il allait chez eux dîner en bicyclette-pédale, puis il retournait travailler à 1 heure. Toutes ces époques-là là, ont eu leur impact. L'avenue du train aussi a eu son impact. Ça a eu un impact aussi sur notre milieu, parce que l'église, là où elle est construite, c'était un peu beaucoup à cause de l'avenue du chemin de fer. Parce que Trois-Pistoles était développé sur le bord de la mer. Il y a eu 3 églises en bas, construites. Mais à un moment donné, le mouvement, la richesse, le développement, le train, la voie ferrée s'en venait autour des années 1800. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé de dire, là, il faudrait sortir un peu du bord de mer, se tourner le dos au fleuve, puis aller se construire sur la première terrasse, c'est-à-dire ici, ce qu'on est. Alors, il y a eu des décisions, des chicanes de prix, des chicanes de famille, et ça a eu pour effet que ça a été accepté puis voulu que la 4e église construite soit sur le dessus de la côte, là où le parc de l'église est, c'était là que la 4e église était. Et il y avait tellement de chicanes entre la population que pour construire la 4e église, il fallait qu'il y ait des gardes qui la gardaient jour et nuit pour pas que ça se fasse détruire par ceux qui ne voulaient pas qu'elle soit construite là. Ça fait que c'était une guerre entre citoyens en rapport avec la croix. Alors, puis d'autres citoyens ici qui ont dit, nous autres, là, qui voulaient que ce soit en bas, la vie, le développement, ils ont dit, on ne veut rien savoir de vous autres. Ça fait que plusieurs citoyens sont partis avec leur baluchon, tout ce qu'il y avait. Ils sont montés d'Intègre, ont été construits un village qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieu, qui ont développé Saint-Jean-de-Dieu, puis d'autres villages autour, mais ils ont dit, au diable, Trois-Pistoles. On n'embarque pas dans votre vision. Les curés qui étaient ici à cette époque-là, là, Vézina et compagnie, là, ils n'étaient plus capables. Il y avait une pression énorme qui était exercée par les citoyens, il n'y avait pas de se faire assassiner. Là, un des curés qui a dit, regarde, on va en construire une église. Elle va être belle, puis les gens vont tellement être fiers de ça que le monde, ça va rassembler les gens autour de ce milieu-là. Alors, c'est ce qui fait que la 5e église a été construite, c'est celle-là ici, là, 1888. Et le prix de sa construction, cette église-là, et toutes ces dorures, là, en dedans et en dehors, là, 88 000 que ça a coûté à construire. En 1888. Le 2 par 4 ne valait pas 9 $. Hein?
Oui. Alors, toutes des pierres taillées, montées de haut en bas, de la dorure, des clochers. Alors, c'est ça. Là, c'est vraiment une église qui a 5 clochers, 300 cloches. C'est eu l'avènement des Goélettes ici, le traversier qu'on a depuis 100 ans ici, qui est vraiment, comment vous dire donc, un élément qui est aussi important que l'Église en 2021 présentement aux yeux des citoyens, c'est ne touchez pas notre traversier. Puis il ne faudrait pas qu'un conseil de ville décide de remettre l'Église à terre, malgré que les gens y vont moins. C'est comme des choses, ça ne peut pas ne pas être. Ça a toujours été. Alors c'est important. Et entre-temps, il y a eu des bons personnages. Il y a un notaire Rousseau ici, qui a été très actif à l'époque. Et c'est avec ces notables-là du milieu, actifs, vivants, qui voulaient développer leur milieu. C'est pas eux, entre autres, qui est arrivé, ce qu'on appelle la première école de langue française, l'immersion de langue française au Canada. Ça s'est passé ici, il y a 90 ans passés. La ville comme telle, qui était le Grand Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, la ville, ça s'est scindé en deux en 1916 parce que les gens de la paroisse trouvaient qu'ils n'avaient pas à payer pour les gens de la ville, pour l'aqueduc, les égouts, les TC des rues. Fait que là, il y a eu un grand brassage encore au début du siècle dernier. Et là, c'est là qu'il y a eu un scindage entre les deux, entre Notre-Dame-des-Neiges, Taubin, et la ville. Mais je vous dirais que tout ce temps depuis 1916, je vous dirais que comme maire que je suis, il y a 2 mandats passés, parce que ça fait 5 mandats de 4 ans que je suis à la ville, mais je dirais, il y a 8 ans passés ou 10 ans passés, le maire qui était à Notre-Dame-des-Neiges et moi qui étais maire ici, on avait tous deux l'ouverture de regarder à pouvoir se réunir à nouveau. Depuis 1916, ça n'avait pas été fait. Alors, on a essayé avec la commission municipale et les 2 conseils municipaux ont accepté de s'asseoir ensemble. Et jusqu'au mois de juin, 2-3 mois avant les élections reprennent, alors on était en place pour dire on y va, on se marie à nouveau. Il n'y avait pas grande différence dans les coûts entre ceux qui vivaient à Notre-Dame-des-Neiges et la ville, mais on a dit on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'on est en fin de mandat, puis on est mieux d'attendre avec le prochain mandat pour pouvoir faire ce mariage-là de raison. C'est ce qui fait que Jean-Marie Lafrance, qui était maire à l'époque, a décidé de se représenter à Notre-Dame-des-Neiges, moi à la ville ici. Moi, j'ai rentré, puis Jean-Marie s'est fait battre par un opposant qui n'était pas intéressé à voir ce recoupement-là. Alors, la population de Notre-Dame-des-Neiges avait parlé. Et, depuis ce temps-là, c'était comme le silence radio par rapport à ça. Alors, c'est des mots, là, je vous en parle publiquement, là. Ça va être à la télévision des Basques. C'est des mots qu'il ne faut pas trop prononcer, ça, qu'on parle ça de recoupement. Ici, là, on est encore très proche des clochers. Puis de l'ombrage, il ne faut pas porter ombrage à personne. Si on va dire qu'on est détaché du ciel, là, puis du bon Dieu, là, puis des curés, là, mais je ne suis pas sûr qu'il y a des appartenances là, on ne peut pas jouer dans ça. Juste pour vous dire, pour finir, c'est vraiment, je pense qu'on a du travail à faire. Moi, en 40 ans, comme j'étais 20 ans conseiller municipal, 20 ans comme maire, j'ai vu développer Trois-Pistoles d'un bout à l'autre, je vous dirais, depuis les 40 dernières années. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'union et d'ouverture d'esprit présentement entre les élus autour d'une table qu'il y avait il y a 10 ans passés où ça tiraillait. Je faisais partie de ce décor-là, c'était pas drôle à voir. Maintenant, il y a comme une volonté de travailler en commun. Puis il y a une chose qui n'est pas compliquée à comprendre, là. Prenez la ville de Rivière-du-Loup. La ville de Rivière-du-Loup, elle a 20 000 personnes, puis il y a 6 conseillers municipaux, puis un maire. C'est une mairesse présentement, ça fait 7 personnes pour gérer 20 000 personnes. Ici, dans la MRC des Basques, on a 11 municipalités, on est 8 200 personnes, puis on est 77 à s'occuper de la gestion de 8 000 personnes. On est 77 personnes. Alors, quand tu comptes ça, tu te dis, maçon, cherchez l'erreur. Alors, je pense que tôt ou tard, les milieux n'auront pas le choix de réfléchir à voir à ce que notre milieu, si on veut continuer à vivre, puis être à l'aise, pas trop endetter notre monde. Alors, ça va être, je pense, il y a des liens qui devront se poser, des gestes se poser dans le temps. Ça, on ne pourra pas passer, on ne peut pas continuer comme ça. C'est un message que je lance, c'est quasiment même ça dans mon testament. Mais le milieu ici, là, depuis environ 1 an et demi, les gens qui sont ici en place, là, voient la différence. Il y a une recrudescence là, de gens qui quittent la ville puis qui viennent s'installer ici à Trois-Pistoles, dans la région, dans les rangs. Ils fuient la ville. Il y a le COVID, il y a les prix. Là, il y a des... Vous savez, en ville, quelqu'un qui va se prendre un loyer à 1200, 1500, 1600 $ par mois, c'est pas un travailleur salaire minimum qui peut gagner ça, qui peut faire ça. Beaucoup de gens quittent
puis ils viennent s'installer ici. Alors, les mêmes personnes, avec l'Internet, le Zoom, bien, ils peuvent à 500-600 pièces avoir un logement de qualité, puis travailler à distance. Et là, on voit beaucoup de jeunes qui débarquent ici à l'heure actuelle. Le milieu est en train, je pense, il y a un virage qui se prend qui n'était pas là il y a 5 ans passés ou il y a 3 ans passés. Que ça va donner, je ne sais pas, mais c'est un peu ça. Fait, merci de m'avoir supporté, au moins, Caroline, une auditoire intéressante. C'est ça, merci bien. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette 16e chronique du maire. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des propositions de sujets à nous faire, vous pouvez nous contacter en tout temps via notre site web tcbh.tv, via notre page Facebook ou directement sous la vidéo sur YouTube dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Drax? Jen? Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Puis ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle.